Eh bien, merci à toutes et tous de nous avoir rejoints ce soir pour ce webinaire La place des femmes dans le bâtiment. C'est la première fois qu'on fait un webinaire en forme table ronde. Donc, du coup, vous allez nous aider à innover, en fait. C'est une idée à la base de Justine Cazenave d'Albi, qui avait proposé ce sujet-là. C'est pleinement intégré aux activités du groupe Construction et Aménagement que nous copilotons, Pascal et moi, Pascal Barilot. Pour ceux et celles qui découvrent donc notre groupe professionnel, c'est la fusion, c'est le résultat de la fusion du groupe Génie de la Construction, porté par Pascal, et du groupe Immobilier, porté par moi. Nous sommes tous les deux des alumni de l'IMT Minales. À l'époque, ça s'appelait Minales d'ailleurs. Vous trouverez toutes les infos sur le groupe professionnel sur le site Minales Alumni et vous pouvez aussi contacter Chantal Farr et Élise Leguet, nos petites fées chez Minales Alumni, ou bien contacter Pascal et moi, bien sûr. Enfin bref, vous avez plein de moyens de savoir de quoi ça retourne. Quand même en 2 minutes, comme la plupart des groupes professionnels, même l'ensemble des groupes professionnels, le groupe Construction et Aménagement a pour ambition de partager des connaissances, des expériences, des expertises, d'échanger sur des sujets d'ingénierie dédiés à la construction et à l'aménagement, comme les matériaux, le développement d'une opération immobilière, l'énergie. On a d'ailleurs déjà fait 2 webinaires sur le nucléaire et sur l'énergie, moi je me plante, sur le nucléaire et sur la construction en bois. 2 d'ailleurs sur le nucléaire et 1 sur la construction en bois. Et aujourd'hui, donc, place aux femmes dans le bâtiment, justement, c'est la place des femmes dans le bâtiment. En partant de graphiques, voilà. Donc, actuellement, nous dit le CIBTP, 12% des salariés dans le BTP sont des femmes. Et encore, donc ça c'est en 2019 quand même. Et encore, en 2001, c'était à peine 9%. Autre statistique, c'est donc parmi ces salariés du bâtiment, 77% des femmes sont des employés, techniciennes, agents de maîtrise, 15% sont des ingénieurs. Et chez les hommes, c'est tout différent. 75% sont ouvriers, 9% sont ingénieurs. Donc voilà, sans aller dans la polémique, hein, c'est un résultat très contrasté. On peut se demander pourquoi. On peut se demander aussi comment qualifier la place des femmes dans le bâtiment, ou qu'est-ce qui peut expliquer ces résultats contrastés. Eh bien, nous sommes ensemble pendant 1h30 pour tenter d'y répondre ou au moins d'en discuter ensemble de manière très, très tranquille et j'espère dépassionnée. Nous aurons un temps de discussion d'abord avec nos invités, nos 6 invités, sur 4 thématiques. Ça nous mènera donc normalement jusqu'à 19h. Et ensuite, nous pourrons compléter avec les questions des étudiants et étudiantes, et même d'ailleurs tous ceux qui se sont inscrits, qui ont posé leurs questions au passage, donc pendant 30 minutes, jusqu'à 19h30. Et pour commencer, bienvenue aux alumni qui ont accepté de partager leurs expériences, donc à savoir Juliette Bérard de Douai, travaille chez Stéréographe, qui est gestionnaire de données jumelles. On parle de jumeaux numériques dans ce cas-là. Marine Schricky d'Alès, chez Bouygues Bâtiment Île-de-France, qui est ingénieur travaux et entre autres sur le projet de la gare du Bourget du Grand Paris Express. Aude de Coninck Canonici d'Alès, qui est chargée de projet bâtiment chez TPF Ingénierie. Oma Daudet de Douai, qui est consultante stratégie et transformation chez Capgemini Invent. Sophie Aon de Douai, qui est project manager chez Seabreeze Building. Et Sylvie Lantôme d'Alès, qui n'exerce plus, mais qui a eu une grande carrière dans le nucléaire, le génie civil et les matériaux de construction, et qui a bien, bien d'autres choses encore à partager dans quelques minutes. Donc, encore merci à toutes les 6, merci beaucoup. Donc, on entame le temps de discussion. Au fait, pardon, Chantal, Pascal, si vous souhaitez rajouter des petites choses, n'hésitez pas à intervenir, bien sûr.
Je propose quand même que tous les participants, à part nos 6 alumni, ferment leur micro, s'il vous plaît. Vous pouvez passer par le chat pour réagir et poser des questions. Et puis voilà, ça doit être peut-être Pascal ou Chantal qui fera le modérateur pour les questions. À savoir qu'on a déjà des questions qui ont été préparées en amont avec nos invités. Et donc, j'ai essayé en préparant de respecter vos choix, vos préférences sur les questions. Mais bon, voilà, je ne pouvais pas toutes vous faire répondre exactement. Mais n'hésite pas, en fait, le but du jeu, même si on a envie de structurer quand même bien l'échange pour être efficace, n'hésitez pas quand même à partager ce qui vous semble vraiment pertinent. On est là pour vous écouter et avec grande attention. Donc, merci beaucoup. Pascal, je t'ai entendu racler la gorge. Tu voulais rajouter quelque Non, chose? c'était pour oui, remercier effectivement toutes celles qui se sont investies pour participer à cet événement. J'étais en rendez-vous avec des anciennes aussi d'AS là, qui auraient bien voulu être là et qui vont sans doute regarder le replay. Voilà. Donc merci pour ce temps d'échange. Et surtout, bravo à Florence parce que vous imaginez pas le boulot que c'est d'organiser tout Merci, ça. mais j'ai été aidée. Je remercierai façon César à la fin. Ah, ça marche. Merci, Et Pascal. bonne conférence. Merci. Alors, on attaque la première thématique, l'expérience des femmes dans le secteur de la construction. À savoir, donc, je vais proposer à Sylvie et à Marine de répondre à la question successivement. Pouvez-vous nous raconter votre parcours et ce qui vous a amené à travailler dans le secteur du BTP? Je suis Sylvie Lantôme. J'ai toujours travaillé dans le BTP puisque je suis rentrée dès la seconde pour un bac technique de génie civil et j'ai fini il y a 2 ans, enfin il y a un peu moins de 2 ans, toujours dans le génie civil, en passant effectivement par différents métiers dans le BTP. Moi, qu'est-ce que c'est qui m'a aidé à choisir ce métier? Je pense que j'ai pas eu besoin d'aide. Dès ma plus jeune enfance, c'était ce métier que je voulais faire parce qu'autour de chez moi, il y avait plein de maçons des beaux-arts qui rénovaient des maisons et un château. Mon père avait lui-même travaillé dans la construction des barrages de la CNR le long du Rhône, hein, Châteauneuf-du-Rhône, enfin tout ce qu'on connaît entre Lyon et Caderousse. Et donc, ça a été un peu ma vocation, l'envie. Et surtout, j'ai été conduite par un mot qui s'appelle construire. Construire, ça veut dire faire avec. C'est empiler des pierres, empiler des briques avec quelqu'un. Et il y a ce terme qui a une consonance philosophique qui m'a beaucoup interpellée. Et voilà les 3 raisons qui m'ont conduite dans ce métier-là que je n'ai jamais regretté. Bien au contraire. D'accord, merci Sylvie. Marine, tu veux rebondir ou tu veux surtout partager, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Marine Chriki, j'ai 25 ans. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans en comptant le stage de fin d'études que je travaille dans l'univers de la construction. J'ai fait une prépa comme pas mal de monde après un bac général scientifique parce qu'on m'a dit que c'était bien de faire une prépa et que j'étais bonne à l'école. Et après, je me suis un peu posé la question de qu'est-ce que je voulais faire. Et, et lors des différents entretiens et par le biais de différentes discussions, je me suis rendu compte que j'avais besoin de quelque chose de très, très concret pour que ça captive mon esprit et pour que je puisse avoir l'impression de faire quelque chose qui a du sens. Sylvie, elle parlait du mot construire. Moi, c'est vraiment faire quelque chose d'utile pour la collectivité, pour le bien public. Ça avait vraiment beaucoup de sens pour moi. Et je trouvais que le secteur du BTP y répondait vraiment très bien. Donc, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait des stages plutôt travaux publics et terrassement sur les tramways dans le cadre de l'agrandissement du réseau de transport en Île-de-France. Après, j'ai travaillé 6 mois en centrale nucléaire pour renforcer les dispositifs de sécurité. Après, je suis partie en Australie pendant 2 ans dans le cadre d'un VIE, donc c'est un volontariat international en entreprise,
qui est une merveilleuse opportunité qu'offre la France aux ingénieurs français pour découvrir un peu l'expatriation. Là-bas en Australie, j'ai travaillé sur 3 ponts pour une filiale de Bouygues qui s'appelle VSL International et qui travaille sur de la précontrainte. Et là, je suis rentrée en France il y a 6 mois et je travaille donc en tant qu'ingénieur travaux, là maintenant dans le bâtiment. Et je m'occupe de la pose du carrelage dans une des gares de métro. Donc vraiment, ça n'a rien à voir. Et c'est ça qui est aussi assez chouette dans ce milieu, c'est qu'on peut vraiment, on nous fait confiance pour apprendre des choses très différentes et pour faire performer et nous épanouir sur plein de sujets différents si on en a envie. Sur comment je suis arrivée là, en fait, ça a été une succession de témoignages. Moi, je crois vraiment très, très fort à la puissance du témoignage et je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Montrer que c'est possible et j'ai pas eu beaucoup de modèles féminins, mais les modèles masculins que j'ai eus m'ont suffisamment interpellée pour que j'ai quand même envie de continuer. Donc voilà un peu pour mon parcours. Je suis au début, mais... Super, merci. Oui, tu es au début, mais c'est déjà riche, en fait, et c'est Ouais. déjà super intéressant. Mm. Et d'ailleurs, Sylvie, pardon, tu nous as dit d'où te venait ta vocation, mais tu nous as dit peu de choses, alors que toi aussi, c'est intéressant ton parcours. Je dirais que, moi, pour confirmer, je dirais que c'est un métier qui touche essentiellement à l'humain, puisqu'effectivement, il y a quand même s'il y a des machines, proportionnellement, on va dire, moi, dans mon dernier métier qui était dans le nucléaire, dans un chiffre d'affaires de nucléaire, sur de la construction ou de la rénovation, de l'entretien, il y a 20% de machines et 80% d'humains. Et ça, c'est quelque chose qui est fort et qui impacte bien les filles. Hein. Les filles, la plupart, sont un peu mère poule, comme j'ai été. Et travailler avec beaucoup d'humains, c'est important. Enfin, c'est important. C'était important pour moi. Après, je dirais, effectivement, j'ai fait à peu près tous les métiers qu'on peut faire. Alors, toujours dans le génie civil, hein, je n'ai pas fait de bâtiment ou extrêmement peu. J'ai commencé dans les ouvrages hydro-agricoles à faire des barrages, des canaux, quelquefois des ponts parce qu'il faut bien jamber les canaux. Voilà, en bureau d'études et en chantier. Ensuite, j'ai fait l'école des mines, après j'ai fait un doctorat et ce doctorat m'a orientée vers tout ce qui est matériaux. Hein. Ça, c'était un peu ma passion et mon rêve d'enfant. Donc, j'ai travaillé dans les bétons, dans la chimie des ciments, dans tout ce qui est matériaux. Et ensuite, on va dire, j'ai fait une incursion dans la terre cuite, mais qui ne s'est pas révélée intéressante parce que scientifiquement, il y a peu de choses. C'est extrêmement pauvre. Et donc, après, j'ai terminé pendant 15 ans dans le nucléaire. Voilà. Donc, Voilà, on cherchait des modèles féminins. C'est bon, merci. Merci à toutes les deux. Je vous propose qu'on passe à la thématique suivante, qui concerne les obstacles et les défis rencontrés. Je vais proposer à Aude de Coninck et Oma Daudet de répondre à la question: quels ont été, selon vous, les principaux obstacles à surmonter en tant que femme dans ce milieu? Voilà, enfin, vous pouvez en profiter aussi pour présenter votre parcours rapidement pour que du coup on puisse aussi prendre un peu plus conscience de ce que vous avez pu voir comme obstacles et défis. Aude, je te propose de commencer. Ok. Donc Aude de Coninck, diplômée des mines d'Alest en 2009. J'ai fait grosso modo 7 ans d'ingénieur travaux chez Vinci. Ensuite 5 ans en maîtrise d'ouvrage public. Et là, ça fait 3 ans que je suis en bureau de maîtrise d'œuvre. Pour moi, la principale difficulté, ça a été d'arriver à me forcer à faire ma place et à faire du bruit. Parce que quand j'ai réalisé que de bien travailler, ça suffisait pas. Parce que quand on démarre, qu'on fait du bon boulot, on se dit bon ben c'est bien, ça va porter ses fruits, etc. Mais après, avec mon expérience en tout cas,
je me suis rendu compte que c'était pas suffisant et que en voyant les Gugus à côté qui, eux, arrivaient à pile au bon moment, pouf, tout arrivait parce qu'ils savaient se montrer au bon moment, moi, j'ai dû apprendre à sortir ma zone de confort et à porter ma voix et à aller chercher ce que je voulais, quoi. Voilà. Et à exprimer les choses et ne plus, comment dire, la reconnaissance que j'attendais, il fallait que je l'exprime. Et voilà, et c'est pas forcément des choses qui sont évidentes à faire. D'accord, c'est pas ton naturel. Enfin, tu disais que tu Ouais, es sorti de ta zone de confort, donc en fait, ouais, moi, ouais, ouais, ouais. ok, Donc et on peut le faire. ça, je pense, assez généraliste et je pense que ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine. Et après, par rapport spécifiquement à la construction, la difficulté que j'ai pu rencontrer, moi, ça n'a jamais été sur chantier avec les gars. Franchement, j'ai peut-être un incident avec des gars sur le chantier où ça s'est mal passé, mais j'ai tout de suite recadré et ça s'est jamais reproduit. Par contre, les difficultés que j'ai eues, c'était avec ma direction, où là, où je suis tombée 2-3 fois sur des directeurs complètement misogynes et j'ai mis, bon, avec l'expérience, maintenant, je les repère beaucoup plus rapidement. Mais au début, j'ai mis un moment à m'en rendre compte. Et voilà. Et du coup, avant de s'en rendre compte, on passe par la case c'est moi qui suis pas assez bien, qui travaille pas assez bien, etc. Alors qu'en fait, on se rend compte que c'est lui qui a un problème, quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai plutôt eu des problèmes avec ma direction que avec les gars sur chantier. Et justement, quand tu manifestais un besoin de reconnaissance ou pour d'autres sujets, enfin, dans quel contexte tu avais des problèmes avec ta direction? Oui, alors déjà par rapport quand j'exprimais un besoin de reconnaissance et par exemple des choses toutes bêtes de chantier, par exemple à me prendre des réflexions mais complètement lunaires et complètement disproportionnées sur le travail que je fournissais, par exemple des courriers mal écrits, un sujet mal géré, enfin ouais. Oui, ça frôle l'injustice même carrément. Ouais. Non, puis en plus, là, pour ce coup-là, c'était mon premier chantier. Et donc, je pense que clairement, il en a. Et après, en discutant avec les autres, cette personne-là, en fait, il en profitait et c'était un schéma qui répétait sans cesse avec les femmes, quoi. Ok, merci Aude. Merci beaucoup. Oma, Ouais. propose de Alors, continuer. alors pour me présenter du coup rapidement, je m'appelle Oma. J'ai fait l'IMT Nord-Europe, donc mine de Douai promotion 2021. J'ai surtout travaillé en bureau d'études et en bureau de contrôle technique. Et aujourd'hui, donc, je suis consultante en stratégie et transformation chez Capgemini Invent, Digital Engineering, donc toujours très ingénieur. Et je suis très active dans la contribution BIM, puisque j'ai un master spécialisé aussi de l'école des ponts Paris-Tech. Et donc, je développe la chaire BIM et on cherche à adresser les entreprises de la construction. Alors, en ce qui me concerne et en ce qui concerne les difficultés que j'ai rencontrées, je dirais qu'ils ne concernent pas vraiment le fait d'être une femme, mais plutôt le fait d'être jeune sur les projets sur lesquels je travaillais. Euh, et en fait, c'est vrai que quand on commence très jeune, on peut avoir l'impression de manquer de crédibilité devant ses pairs. Moi, j'ai pas vraiment eu de problème avec les clients. Euh, C'était surtout les collègues, enfin les collègues. En tant que contrôleur technique, surtout quand on arrive et qu'on fait certains rappels réglementaires, les ingénieurs ou les architectes qui sont beaucoup plus expérimentés ne sont pas toujours contents. Donc je dirais que c'est plutôt ça qui m'a posé quelques soucis, mais j'ai eu de la chance. Je faisais partie d'une équipe qui était très bienveillante et mes collègues plus expérimentés n'hésitaient pas à appuyer mes propos. Donc ça, c'était très agréable. D'ailleurs, pour info, on était, bon, je dirais, en contrôle technique chez Socotec dans l'agence de Nantes. On devait être entre 10 et 15 contrôleurs techniques au total et on était 3 femmes. Ça vous donne un bon ratio. Mais bon, voilà. Sinon, je dirais pas problème, une autre difficulté que j'ai peut-être rencontrée en amont, donc avant de rentrer en contrôle technique, c'est le fait de trouver quand même ma place parce qu'il y a
beaucoup de métiers dans l'industrie de la construction. On parle de construction, de chantier, c'est très grand, c'est très vaste. Il y a différents métiers sur différentes phases du projet, de la programmation à, je peux même aller jusqu'au démantèlement. Donc en fait, c'est très large et je vous avoue que moi, j'étais un peu perdue. J'étais un peu perdue au début. J'ai passé beaucoup de temps en bureau d'études, mais finalement, ça m'a pas beaucoup plu. En contrôle technique, je trouvais que c'était très intéressant parce que ça me donnait quand même une bonne visibilité sur les phases de construction, de réalisation et après de livraison. Donc, enfin, je trouvais que c'était très bien. C'est une très bonne école de contrôle technique. Et aujourd'hui, je vous avoue que je suis plus à l'aise à mener des transformations un peu plus niveau management, un peu plus business, un peu plus strat, parce que je pense que ça, je sais pas, c'est peut-être une question d'affinité. Ouais, je trouve ça plus challengeant et puis je voulais pas trop rester dans le volet technique aussi. Enfin, après, c'est des préférences, hein. Vraiment, c'est tout à fait subjectif ce que je suis en train de dire. Mais voilà, ce que je veux surtout souligner, c'est qu'il y a beaucoup de métiers dans la construction et donc, faut pas hésiter à profiter des stages pour tester. Et puis, si je peux profiter pour donner un conseil, quelque chose qui marche super bien et que je continue encore de faire, c'est de contacter des gens sur LinkedIn de façon spontanée, mais vraiment presque aléatoire. Profiter du réseau quand même, ça aide. Et de contacter quelqu'un qui est dans l'industrie de la construction, qui a un métier dedans, et de lui demander tu fais quoi? Parle-moi de ton taf. Enfin, je suis en découverte, je connais pas. Dis-moi, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas, à quoi ressemble une journée type. Et de faire ça avec différents métiers, ça permet de s'ouvrir un peu plus l'esprit et d'avoir une vision plus concrète de ce que c'est avant de se lancer dedans. Souvent, ça aide. Voilà. Super. Tu donnes même les conseils pour les suivants. Merci. D'ailleurs, j'avais lu que tu as un podcast Grande Sœur. Et Oui. est-ce que justement, si j'ai bien compris, tu recueilles aussi des témoignages? Est-ce que tu avais autre chose à ajouter par rapport aux témoignages que tu as pu entendre sur les obstacles et défis pour les femmes dans le bâtiment? Alors, c'est très intéressant. Oui, j'ai un podcast qui s'appelle Grande Sœur, qui est sur YouTube et qui est tout à fait accessible, qui n'adresse pas que de l'industrie de la construction d'ailleurs, d'ailleurs pas du tout, il n'y a personne de la construction, mais qui donne la voix à différentes femmes de différentes origines, enfin, plutôt ivoiriennes, mais qui sont dans différents pays du monde. Donc la France, l'Angleterre, les US, bientôt la Belgique. Je ne vais pas de pays asiatiques, c'est dommage. Mais l'idée, c'est de parler un peu de leurs difficultés dans leur parcours, de leurs challenges. Euh, et en fait, si je peux synthétiser une problématique qui peut ressortir, c'est l'ouverture au monde. Donc, c'est super cool d'avoir l'expérience de Marine, du coup, qui a pu voir ce qui se passe en Australie. Mais le fait de s'ouvrir au monde, de changer de pays, de changer de culture, ça aide énormément à avoir une perspective différente dans l'approche au travail, dans l'approche aux collègues, dans l'approche à l'humain. Et l'humain, c'est super important en entreprise. Il n'y a pas que la technicité. D'ailleurs, sur un projet de construction, c'est d'autant plus vrai. Il n'y a pas que les compétences techniques, mais alors les compétences humaines. Je pense qu'on n'appuie pas assez dessus à l'école, à mon avis. Mais moi, c'est le truc qui m'a le plus challengée hein, quand je suis rentrée dans le monde professionnel. C'est le rapport aux collègues, le rapport à la hiérarchie, le rapport aux supérieurs. Enfin, et ensuite, ça c'est dans l'organisation interne, mais après, dans l'organisation externe, dans les projets, le rapport aux clients, le rapport aux autres parties prenantes. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est toujours revenu dans les échanges que j'ai eus avec les femmes que j'ai interviewées pour mon podcast. Et c'est d'autant plus vrai ici. Après, si je peux Super. rebondir, pardon, Bien sûr. sur ce que tu disais, Oma, sur la richesse des intervenants. Moi, c'est ce que j'adorais quand j'étais sur chantier. Bon, là, je suis un peu moins sur le terrain, mais quand j'étais sur le chantier conduit, ce que j'adorais, c'est que dans une journée, bah, j'allais parler au gars qui est sur le chantier, les mains dans la poussière à faire son truc, enfin, à vraiment construire, à l'architecte, voilà, au client et du coup, en fait, en une journée, on a un panel de personnes hyper différentes et du coup, face à ces personnes, nous-mêmes, on a un rôle complètement différent pour s'adapter à la personne, enfin, et moi, j'adorais ça. Cet aspect-là, je trouve ça génial. Tout à fait, je suis d'accord. Super. Oui, Marine, tu peux te rebondir aussi? Oui, très vite, en fait, sur ce que Oma disait, et ça, je trouve ça particulièrement important. J'aurais aimé qu'on me le répète un peu plus. Moi, à l'école, donc j'ai fait les mines d'Alès.
Je suis de la promo 170, je suis sortie en 2022. J'ai surtout la dernière année et demie, on est en spécialisation. Donc moi, j'ai fait génie civil, infrastructure et grands ouvrages. La voie royale, quand on sort de cette école et qu'on a fait génie civil, c'est d'aller en bureau d'études. Mon gros problème, c'était que j'étais pas très forte en calcul. Du coup, j'avais beaucoup de mal à me projeter dans ces métiers-là. Aussi parce que on nous présentait pas forcément les autres métiers. Et comme l'a dit Oma à juste titre, c'est un secteur d'activité dans lequel il y a vraiment des métiers foncièrement différents, avec des attentes en termes de capacités relationnelles, humaines, qui font appel à d'autres types d'intelligence que la logique et la capacité de savoir mener des calculs très lourds et c'est évidemment essentiel et sans eux, on ne construirait pas grand-chose. Donc vraiment, il faut y aller aussi si ça vous intéresse. C'est passionnant. Moi, je suis très admirative de ces métiers-là. Mais si vous n'aimez pas ça, il y a d'autres métiers qui sont pour vous dans ces secteurs-là. Il ne faut pas en douter une seule seconde. Moi, avec mes camarades de l'époque, on se posait beaucoup de questions. On était très angoissés. On sortait du Covid aussi. Vraiment, c'était compliqué. Mais j'ai vu, pour rebondir sur le fait que on est dans un contexte où on parle vraiment des femmes. Les femmes se posent beaucoup plus de questions, se remettent beaucoup plus en question que mes collègues masculins, qui, bon, eux, en l'occurrence, c'était d'une bienveillance infinie, donc ils m'ont poussée à aller quand même, à arrêter de me poser des questions et à faire, et après à voir si ça ne m'allait pas ou quoi. De toute façon, dans la vie, on peut toujours changer. Mais en tout cas, voilà, essayer de se dire que ce métier est quand même ouvert à tous les types de profils et qu'il y a évidemment l'intelligence pure, mathématique, physique, etc. Mais qu'il y a de l'émotionnel, il y a du relationnel, qui sont d'autres types de modes de réflexion, de l'organisationnel aussi, si on fait de la conduite de travaux. Voilà, ça existe. Il ne faut pas se fermer les portes parce qu'on ne sait pas faire de la résistance des matériaux. Ce n'est pas que ça. Merci de le rappeler. Pour la troisième thématique, il s'agit des actions et initiatives pour favoriser l'inclusion. Alors peut-être que justement de trouver le métier qui nous convient peut-être être déjà un début, mais je commence déjà à répondre et c'est pas moi qui est là pour parler. Donc je propose à Juliette Bérard et à Aude de Coninck de répondre à quelles pratiques, mentorat, réseau interne, formation, peut-être d'autres solutions. Donc, quelles pratiques vous semblent les plus efficaces pour encourager la place des femmes dans le BTP? Donc, Juliette, je propose que tu commences, s'il te plaît. Merci Florence. Ouais, je vais juste résumer un peu mon parcours parce qu'en fait, moi, je viens de rentrer vivre en France et en étant diplômée des mines de Douai en 2017, je suis partie vivre au Canada pendant les 8 dernières années. Donc, j'ai fait une partie Canada francophone à Montréal et après les dernières années anglophones à Vancouver. Et je me suis spécialisée dans le BIM. Donc, moi, j'ai été coordonnatrice BIM, BIM manager, chef d'équipe BIM. Et maintenant, je travaille pour une entreprise de logiciels. Donc, j'ai un petit peu changé. Je suis plus dans la construction pure, mais c'est vraiment un auditeur de logiciels qui crée des jumeaux numériques, donc dans le BIM encore. Et justement, je pense que bon, j'ai pas beaucoup de retour d'expérience française, vu que ça fait moins d'un an que j'habite ici. Mais au Canada, ce que je trouvais, moi j'ai eu de la chance déjà, c'est que ma manager c'était une femme. Et en fait, quasiment pendant les 8 années, les 6 années où j'ai travaillé ou dans la même entreprise, c'était la même manager. Et maintenant, je me rends compte que ça m'a beaucoup aidée parce qu'elle me poussait, parce qu'elle, en plus, elle était aussi racisée, donc elle avait quand même des couches de préjugés contre elle. Et en fait, maintenant, avec le retour, puis l'expérience, j'ai bien vu que avoir un manager femme qui supporte ses équipes, ça aide. Donc maintenant, moi, j'ai une coordonnatrice qui travaille avec moi, donc j'essaye aussi de faire ce côté de bienveillant, d'apprendre à rassurer, puis à pousser, montrer les compétences qu'elle a. Ce que j'ai vu, donc forcément, ça passe par avoir des femmes qui sont dans des rôles de management.
Et les autres choses que j'avais vues que je trouvais intéressantes, c'est qu'il y avait beaucoup d'associations, les femmes dans la construction. C'est pour ça que je me suis aussi portée volontaire quand il y a eu l'appel à Montréal. Il y avait une association qui s'appelle Les femmes dans la construction et ils avaient des, des rencontres régulières, des événements, des discours organisés par des femmes qui ont monté l'entreprise ou qui étaient ouvrières sur chantier. Enfin, il y avait vraiment de tout. Et en fait, ça a pris tellement d'ampleur qu'ils avaient des bourses après pour soutenir des femmes qui avaient peu de moyens pour payer les études. Enfin, donc, ça avait quand même pris une grosse ampleur comme association. Et il y avait aussi d'autres types d'associations, plutôt les filles dans la science. Donc, c'était par exemple des étudiantes ben, c'est pas des écoles d'ingénieurs, mais l'équivalent, prenaient une après-midi et faisaient des expériences scientifiques avec plutôt des filles dans la dizaine d'années en primaire, tout ça. Et donc ça, rien que ça, avoir ce côté de regroupement entre femmes, je pense que ça aide aussi aux plus jeunes à se projeter. Donc moi, c'est à ça que je pense tout de suite pour des actions qui pourraient favoriser et cette organisation, ça en fait partie. Là, c'est au webinaire, c'est déjà une première étape. D'accord, super. Donc, plutôt des actions de sensibilisation. Et est-ce que, justement, au contact de ta manager femme, est-ce que tu as vu des bonnes pratiques ou, enfin, tu as parlé de faire confiance et de soutenir. Est-ce que tu as vu quelque chose est-ce que tu as des exemples aussi de choses, d'actions mises en place qui ont pu quand même, enfin, pas favoriser parce qu'on ne veut pas non plus déséquilibrer la balance, mais au moins donner la place aux femmes. Il n'y avait pas tellement d'actions mises en place. En fait, oui, par l'entreprise en général, oui, parce que au Canada, il y a quand même une grosse culture de DEI, la diversité, équité, inclusion. Et donc, il y a beaucoup de questionnaires pour dire est-ce que vous vous sentez bien intégré, c'est quoi vos sujets, des problèmes mentaux, ou enfin des problèmes de santé mentale, ou comment on peut vous soutenir. Je pense que les entreprises essayent de mettre en avant les femmes. Donc ça, il faut que ça soit aussi une culture propre à l'entreprise. J'ai l'impression que ça l'est un peu moins en France, ce genre de programme, ou peut-être dans les très grosses entreprises comme Bouygues et autres. Donc ça, c'était des actions très, on va dire, politiquement correctes, qui sont aussi bien pour mettre sur LinkedIn, regardez ce qu'on a fait pour les femmes. Après, moi, c'est vraiment de la sororité, en fait, entre collègues et entre subordonnés, si je peux dire. Là. Parce que moi, c'est la même manager qui m'a aidé à faire ma première négociation salariale. Elle m'a dit, bah, demande autant de pourcents, et moi, je vais demander pour toi, mais il faut que tu me le demandes, tu vois. Et elle me disait, elle m'a clairement dit le chiffre que je devais demander parce que ce que je voulais à la base, c'était pas assez. Donc, enfin, c'est un peu le genre de truc indirect, je pense, pour essayer de contrer les boys clubs, là, où eux, ils vont jouer au golf ensemble, à la chasse, ou au Canada au hockey. Ben, nous, essayer d'avoir cette discussion un peu off entre nous. Mais ça, c'est un peu moins officiel comme action. Mais c'est, je pense, des choses à garder en tête si on arrive à créer à gérer des équipes. D'accord, c'est noté. Créer un girls club. Merci. Aude, tu souhaitais ajouter des choses? Ah, Pascal, tu as le droit, Pascal, d'intervenir. C'est pas parce que c'est très Ah, je féminin que voulais tu ne peux pas rappeler que parler. j'entends tout. Hein. Ah oui, 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 on sait que tu nous surveilles. Tu voulais Non, réagir? ça m'a fait sourire. Hein. Mais je note plein de trucs, c'est super intéressant. Ouais. Aude, pardon. Oui, ouais, pas de souci. Non, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, Juliette, parce que c'est vrai, en fait, il y a plein de choses non officielles, comme tu dis, mais en fait, qui prennent une part hyper importante dans les évolutions. Et ça, c'est vrai, enfin, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Et moi, dans mon expérience perso, ce que j'avais adoré faire quand j'étais à Paris, j'étais dans l'association Capital Filles. En fait, c'est une asso qui on mentor des élèves de première.
Alors, c'était pas spécifique au secteur de la construction. Il y avait, donc moi, il y avait Vinci, il y avait L'Oréal, la Société Générale. C'était des grosses entreprises. Et du coup, les femmes mentoraient des lycéennes de banlieue. Et je trouvais ça super parce que déjà, voilà, le fait de mentorer quelqu'un, moi, je me suis rendu compte que ma mère, moi, elle était militaire. Du coup, j'ai toujours vu ma mère en uniforme. Donc moi, je me suis jamais posé de questions sur le métier que je pouvais exercer. Pour moi, j'avais pas de barrière en fait, le fait d'avoir vu ma mère comme ça. Et je me suis rendu compte que quand on n'a pas de modèle autour de soi, un peu ce que tu disais, je crois, Marine, tout à l'heure, que tu n'avais pas de modèle forcément, enfin, d'exemple, et que ça pouvait inconsciemment nous fermer un peu les perspectives. Et donc, avec Capital Fille, c'était super parce que l'idée, c'était de montrer aux lycéennes des parcours qu'elles n'ont pas forcément dans leur entourage proche, et donc de les suivre sur une année. Après, le fait de les suivre, ça pouvait être très large, ça pouvait être de l'aide aux devoirs, de l'aide pour faire un CV, discuter de son parcours pour l'aider un peu pour l'orientation. Voilà. Et ça, j'avais trouvé ça super. Et même aussi pour les participantes, je trouve que c'était bien parce que on échangeait aussi entre nous et on grandissait aussi ensemble. Donc, je trouvais que c'était une super expérience. Merci beaucoup, super intéressant. Ça donne des idées justement pour passer le témoin. La quatrième thématique est dédiée aux perspectives et recommandations. Justement, quels conseils donneriez-vous à une jeune femme qui souhaite se lancer dans le secteur de la construction? Et pardon, j'avais oublié de préciser que du coup, je proposais à Sophie, Aon et à Marine de répondre. Sophie, tu veux commencer, s'il te plaît? Je crois qu'elle est là. Volontiers. Oui. Volontiers. Donc, je pense que ce qui est important, moi j'ai diplômé donc l'école des mines de Douai en 2000. J'ai travaillé 20 ans de ma carrière pour différents employeurs, tout le temps dans la construction, dans le pilotage de projets, dans la conduite de travaux. J'ai travaillé pour des petites entreprises, j'ai travaillé pour Bouygues Construction, sur des bâtiments historiques à Monaco pendant 20 ans. Je pense que ce qui est important, c'est le jeu des opportunités et c'est surtout de se sentir épanoui et heureux dans ce qu'on fait. Moi, j'avais une nature qui est plutôt... je suis plutôt quelqu'un d'introverti, je ne suis pas quelqu'un d'extraverti. Pourtant, j'ai besoin d'être à l'extérieur, j'ai besoin de rencontrer des gens, j'ai besoin de faire fonctionner mon cerveau. J'aime la peinture, j'aime l'architecture, j'aime lire, je lis beaucoup de choses. Et puis, je me suis jamais mis de limite, aucune limite. Donc, le fait de ne pas avoir eu de modèle, pour moi, a peut-être été une chance, parce que j'ai toujours pensé, surtout quand j'étais jeune, que tout était possible. Et que ce qu'il fallait, eh bien, c'est que je prenne du plaisir dans ce que j'allais faire. Alors le métier, quand on est ingénieur et qu'on est une jeune femme, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, si on veut le faire bien. En tout cas, c'est ce que je pense. Et moi, j'ai toujours considéré que mon métier n'était pas une vocation, mais c'était une passion, parce que ça occupe 80% de mon temps. Je n'ai jamais eu de barrière qui a été mise par mon environnement, mais je n'ai jamais eu d'enfant. Donc, j'ai été célibataire jusqu'à l'âge de 40 ans. Et à 40 ans, j'ai rencontré mon mari qui ne pouvait pas avoir d'enfant et qui est un support logistique incroyable parce qu'il me pousse. Et il assure la logistique. Donc, c'est lui qui fait le ménage, c'est lui qui fait les courses, c'est lui qui prépare mes repas. C'est lui qui vient me réveiller à 5h30 du matin tous les matins, qui m'amène mon petit déjeuner au lit. Et donc, j'ai immigré il y a 6 ans aux États-Unis. Je suis franco-américaine maintenant.
Et je continue de voir ma carrière comme quelque chose, comme de l'expérience, et qui m'enrichit tous les jours. Donc les recommandations que j'ai, elles sont pour moi assez simples. C'est n'ayons pas peur. Oui, c'est un monde c'est un monde d'hommes. Oui, il n'y a que 12% des femmes qui sont dans la construction. Oui, il n'y a que 15% des 12% qui sont des ingénieurs. Mais si vous sentez que c'est votre nature et que vous faites quelque chose, que vous trouvez des choses qui vous plaisent dans cet environnement, je rejoins Marine en disant il y a énormément d'opportunités. C'est ça que tu voulais dire par le jeu des opportunités. Alors, tu commençais par ça. C'est de saisir les Le secteur de opportunités la sans se donner de construction, limites. je veux dire, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite de territoire. Moi, j'ai travaillé à Monaco, maintenant je suis aux États-Unis. La construction, je veux dire, tout le monde connaît l'adage quand la construction va, tout va. La construction, on peut la pratiquer partout dans le monde, à différents échelons, à différents niveaux. Donc, je veux dire, des opportunités, il y en a plein, il suffit de les saisir. Après, c'est chacun avec sa nature, son caractère, ses envies, qui va vouloir saisir ces opportunités ou pas. Alors, c'est pas toujours facile, hein, parce que Aude a parlé des problèmes qu'elle a pu rencontrer. Il faut un peu jouer des coudes, il faut être malin. C'est peut-être plus difficile pour une femme, oui, mais je veux dire, c'est un super terrain de jeu, quoi. Et en plus, on a la chance de pouvoir vivre sur ce terrain de jeu, parce qu'on touche un salaire quand même. C'est un travail. Donc, je trouve que c'est fabuleux. Donc, je recommande à toutes les jeunes femmes qui ont l'envie d'aller dans cette direction de le faire et de le faire. Alors, certaines vont préférer les bureaux d'études, d'autres vont préférer être sur le chantier. Moi, j'ai toujours pensé que être sur le chantier, c'est quand même très difficile d'être sur le chantier parce qu'on est sur un environnement extérieur, etc. Moi, ça correspond à ma nature, j'adore ça. Donc, c'est une façon de s'épanouir, quoi. Et puisque tu disais que tu es franco-américaine, est-ce que ces conseils, tu les donnerais invariablement à des Françaises et à des Américaines ou est-ce que tu ferais une différence, est-ce qu'il y a une différence de contexte? Non, il n'y a pas de différence. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de l'inclusion. Il n'y a pas de différence. Je veux dire, pour moi, il y a dans mon métier, dans la pratique de mon métier, il n'y a jamais eu de différence de genre. Il n'y a pas de différence de couleur. Il n'y a pas de différence de nationalité. Je pense que l'école donne une capacité d'adaptation et une capacité de travail. Donc, il faut s'adapter. Je veux dire, c'est pas facile. Et il y a des différences qui sont typologiques, quoi. Je veux dire, aux États-Unis, on n'œuvre pas de la même façon tout le temps qu'on œuvre en France. Par exemple, ils n'ont pas le même système de poids et de mesure. Donc, il faut s'adapter. Mais je veux dire, je pense que c'est au-delà du métier. C'est dans la vie qu'il faut s'adapter. Donc, je veux dire, il y a des remises en question qui sont nécessaires. Voilà, il y a pas vraiment de, il y a pas de, il y a des différences, mais qui sont pas fondamentales. Je veux dire, on passe à travers. Si on est motivé, je pense, euh, si on a envie de faire des choses et il faut savoir quel est son but. Moi, mon but, ça a toujours été mon épanouissement personnel et l'épanouissement des gens qui étaient autour de moi. Et dans ma carrière, un des principaux moteurs, ça a été de faire gagner de l'argent aux gens qui m'employaient, parce que je savais que si j'en faisais gagner aux gens qui m'employaient, j'allais en gagner aussi. D'accord, juste gagner de l'argent, pas avoir une certaine forme de reconnaissance. Je pense que la reconnaissance, elle fait partie de l'épanouissement personnel. Donc, à un moment donné, la reconnaissance d'autrui, euh, elle est nécessaire, mais si on sait qui on est et quels sont les objectifs qu'on se fixe, c'est un moyen d'être heureux. Si vous attendez de la reconnaissance et de la valorisation des gens qui vous environnent tout le temps, vous pouvez être malheureux. Parce que si vous ne la recevez pas et si vous tombez sur, par exemple, des patrons ou des patronnes qui peuvent être farouches, eh bien, vous n'aurez pas de valorisation et donc vous serez malheureux.
Alors que si vous avez la conscience que dans votre vie, vous travaillez pour vous-même, même si vous travaillez pour un employeur, hein, eh bien, c'est une façon, je pense, de s'épanouir et d'être heureux. Après, le salaire, l'argent, tout ça, c'est des contingences matérielles. Je veux dire, c'est pas absolument nécessaire, mais on sait tous que ça participe grandement à une bonne vie, quoi. Tout à fait. Merci Sophie. Et comme tu avais parlé quand même souvent de dire que tu te sentais épanouie, que tu prenais plaisir, du coup je trouvais ça dommage de finir sur je gagne de l'argent. Ouais, mais ça en fait partie. Mais oui, bien sûr. Ah bah oui, c'est sûr. Merci beaucoup Sophie. Merci. Marine, est-ce que tu veux prendre le relais? Ah ouais, après ça. Ouais, alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je relisais un petit peu les questions relatives à la thématique. Il y avait sur qu'est-ce qu'il faut changer pour que le secteur soit encore plus inclusif. Je vais reprendre une anecdote personnelle, mais donc moi, dans ma famille, globalement, personne n'a fait trop de construction, à part mes grands-pères quand même, qui étaient ingénieurs dans ce domaine-là. Et il y en a un des deux qui m'a dit, qui était très fier quand je suis arrivée sur mon premier chantier, et qui m'a dit, mais enfin, je racontais qu'il y avait des moments très difficiles pour moi en tant que, enfin, Oma le disait tout à l'heure, on combine le fait d'être jeune et le fait d'être une femme. Donc quand on arrive, il y a un peu, moi j'ai vu les yeux, vraiment, pendant mes premiers stages, de se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qui c'est celle-là? Bon, une fois que la surprise est passée, on a quand même envie d'être considéré pour nos compétences et ce qu'on peut apporter. Donc ça, c'est important de le dire d'une manière intelligente et intelligible pour que tout le monde comprenne que voilà, on est là pour travailler, comme tout le reste des acteurs d'un chantier. Il y a encore beaucoup de choses à changer au début, je me suis dit, mais peut-être que c'est moi qui explique pas assez bien, peut-être que j'ai pas la bonne attitude, etc. En fait, c'est comme tous les secteurs de notre société. La société est en train de changer. On le voit vraiment à différents niveaux. Donc, le secteur de la construction est en train de changer. Il y a des choses qui se mettent en place. C'est long, mais ça avance. Mais c'est pas encore totalement fini. Moi, je suis rentrée un peu en me disant, mais c'est pas possible. À l'époque, on était en 2019. On est en 2019. Impossible que je reçoive des remarques ou quoi. Ça n'existe pas. Bah là, il y a 4 mois, j'ai un directeur RH qui m'a quand même dit bon, écoutez, mademoiselle, si vous voulez repartir à l'étranger, il va falloir que vous trouviez quelqu'un qui accepte de vous suivre. Et puis pour les enfants, ça va être compliqué. Alors j'étais un peu étonnée. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que je ferais bien de changer de métier? Est-ce que, en fait, il faut que j'arrête de faire du chantier? Et après, j'ai un peu réfléchi. Et les gens autour de moi m'ont aussi rappelé que ce que j'aimais faire, c'était être sur un chantier. Donc, c'était pas parce qu'il y avait quelqu'un à un moment donné qui avait une autre opinion sur ce que moi je devais faire de ma vie qu'il fallait que je suive forcément ça. Et je me suis permise de lui dire, je me suis dit, bah écoutez, et de l'écrire. J'ai dit, j'ai bien pris conscience de ce que vous m'avez dit, de ouvre les guillemets, mais je continue dans ma recherche et si vous n'avez pas de travail pour moi, ce n'est pas grave, mais j'en trouverai ailleurs et je vais me battre pour en trouver ailleurs. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc il y a des choses qui doivent changer encore, mais on n'est pas là pour être des étendards et de se battre et d'être en colère. C'est pas le sujet. Il faut juste qu'on soit aligné avec ce qu'on a envie de faire pour être le plus épanoui possible. Il en va de la reconnaissance qu'on peut avoir envers soi-même et de ce qu'on peut apporter aux autres. Et je pense que si c'est ça qui est important pour nous, il faut se donner les moyens de le faire dans des bonnes conditions. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup d'associations, on en parlait tout à l'heure avec Aude et Juliette, beaucoup de libération de la parole, beaucoup de choses qui sont mises en place pour qu'on se sente de mieux en mieux dans ces milieux-là. Et moi, je suis sûre qu'on va que vers du mieux et qu'il faut y aller. Si ça vous plaît, il faut y aller. C'est sûr. Voilà. Merci Marine.
J'en profite pour poser la question puisque tu évoquais le chantier. On a eu une question justement de la part des personnes qui se sont inscrites. Donc, pardon, je reprends la question parce que sinon, je vais dire n'importe quoi. Voilà, c'est comment concilier vie de famille et carrière sur chantier avec de grands déplacements. Donc, si quelqu'un veut s'exprimer, parce que du coup, comme je ne savais pas qui avait des enfants, je ne pouvais pas chercher des noms. Et du coup, en fait, ou même si vous n'avez pas d'enfants, est-ce que vous avez des bonnes pratiques pour répondre à la question de notre public? Comment concilier vie de famille et chantier avec déplacement? Ça n'inspire personne. Si, Aude. Euh, bah, disons que à part avoir le mari magique de Sophie, Oui. moi clairement, j'ai changé de métier quand j'ai eu des enfants. Alors c'est triste, enfin c'est triste. Après, il faut faire des choix, quoi. Moi, le chantier, j'étais de 7h à 20h tous les jours. Et moi, avoir un enfant, c'était pas pour le voir que le week-end, quoi. Donc voilà. Après, d'autres auront d'autres expériences et d'autres avis, hein, mais moi, mon expérience a été celle-là. Malheureusement, entre guillemets, mais voilà. Moi, j'ai mon délégataire de chantier, donc c'est un homme, mais il arrive tous les jours après avoir déposé ses enfants à l'école et il part tous les jours à 18h15 pour aider sa femme pour le tunnel du soir. Ça change toute la dynamique d'un chantier. Il est responsable d'une des gares du Grand Paris, donc c'est pas un petit chantier, et il nous montre à tous que C'est c'est bien. possible d'être efficace, de travailler 10 heures par jour ou 11 heures, ce qui est considéré comme peu sur des chantiers de construction. De faire des horaires qui puissent permettre aussi d'avoir une vie personnelle à côté parce que lui a expérimenté que c'était extrêmement important dans son équilibre et donc ça lui permettait de travailler mieux quand il était au boulot. Et il essaye de nous insuffler ça et donc toute la dynamique de l'équipe en découle. Et le fait de voir un papa prendre ces dispositions-là aussi, enfin, moi personnellement, ça m'aide à me dire que c'est possible que peut-être je vais arriver à un certain niveau parce qu'il y aura des hommes de l'autre côté qui accepteront de faire cette part-là du travail, quoi. Super, merci pour l'exemple paritaire en plus. Oui, Pascal, dis-nous tout. Oui, merci Marine pour ce témoignage parce que ça répond à une question qui a été posée dans le chat là par un monsieur apparemment. Donc bienvenue, je me sens moins seul. Comment les hommes en entreprise du bâtiment peuvent-ils contribuer à permettre aux femmes d'être plus nombreuses, aussi bien sur chantier qu'au bureau? Bon ben voilà, ce que vient d'évoquer Marine, c'est une très belle réponse. C'est-à-dire, c'est de sortir un peu aussi de leur zone, alors pas leur zone de confort, mais de leurs habitudes. À force de traîner dans les boys clubs, les règles, on a tendance à les reproduire jusqu'à jamais. Donc oui, ça nécessite aussi de revoir le paradigme, quoi. Donc en tout cas, c'est une des réponses. Alors je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je vous laisse compléter. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir sur tout ce qui vient de se dire sur les chantiers et la vie de famille? Moi, j'ai un commentaire. Je ne pense pas que ça soit typique à la construction. Il y a une réflexion à avoir pour toutes les jeunes femmes qui veulent être ingénieures, qui font des études supérieures, qui ont des postes à responsabilité. En plus, en vieillissant, on embrasse plutôt des fonctions de management ou de direction générale. Donc, c'est une réflexion, je pense, qui n'est pas spécifique. Le chantier met juste en exergue cette chose-là, mais cette réflexion, eh bien, on sait que c'est aussi à géométrie variable parce qu'en vieillissant, on n'approche peut-être pas tout à fait des choses pareilles que quand on est plus jeune et qu'on vient de sortir de l'école. Donc, c'est une réflexion, je pense, pour toutes les jeunes femmes qui font des études supérieures et qui vont être amenées à des fonctions et à des responsabilités. Et puis après, il n'y a rien qui est figé. C'est-à-dire que la vie, comme dit le film, c'est un peu une boîte de chocolat. Donc est-ce que vous voulez des enfants? Est-ce que vous allez en avoir?
Est-ce qu'à un moment donné, ça va être aussi une révélation, la maternité, et que vous allez vouloir vous consacrer à vos enfants, et puis peut-être revenir plus tard dans vos carrières? Il y a les mêmes questions qui se posent sur la mobilité géographique. Enfin, tout ça, c'est des réflexions, je pense, qui sont des réflexions plus de femmes que, euh, que, euh, que relatifs réellement à la pratique dans le domaine d'une activité dans le domaine de la construction quand on est une femme. D'accord, intéressant. Ah, il y a des mains qui se lèvent. Oma, oui. Alors oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que Sophie vient de dire. Ça s'applique pas seulement à l'industrie de la construction et au chantier, mais c'est valable pour toutes celles qui sont si vous faites une école d'ingénieur, c'est que bien sûr de grandes ambitions. J'ai participé un jour à une conférence avec un grand cadre dirigeant de Air Liquide en Italie. Enfin, en Italie. C'est en Italie, mais voilà. Et j'ai trouvé son approche très intéressante. En fait, comment il fonctionne avec sa femme. Alors, ils alternent. Chacun a sa phase de développement professionnel et sa phase de développement familial. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas tous les deux prendre en même temps. Je partage l'expérience, hein, je ne sais pas dans quel, Oui, vas-y, dans quel vas-y, moment ça vas-y. fonctionne, mais ils ne vont pas tous les deux prendre sur exactement la même période, sur une tranche de, je ne sais pas, 2, 3, 4 ans, un poste à haute responsabilité qui leur demande beaucoup d'énergie ou beaucoup de temps, parce qu'ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il en faut au moins un qui soit disponible, présent pour les enfants, quoi. Donc, il y a des moments où c'est elle qui va. Après, ils sont dans des entreprises qui leur permettent aussi une certaine flexibilité sur les missions, sur les projets, sur les postes. Donc, je pense que ça s'arrange. Mais il fait pas n'importe quoi, quoi. Il était DAF, enfin, directeur des affaires financières. Donc, c'est quand même prenant sur certaines périodes de l'année. Mais pareil, sur la mobilité géographique, ils ont fait plusieurs pays. Mais enfin, je pense qu'il y a beaucoup de communication qui rentre en ligne de compte et faut comprendre l'autre. Il faut pas être égoïste. Enfin, à mon avis, c'est un travail d'équipe. Donc, faut savoir en discuter et puis accepter les compromis. Mais c'était comme ça qu'ils nous expliquaient. Et bon, leur aîné devait avoir 13-14 ans, donc ça a l'air de bien marcher comme fonctionnement depuis. Donc, alterner les phases de développement pro et de développement familial. Ça peut être une solution. D'accord, merci. Ils ont dû regarder Borgen, hein, parce que la femme Premier ministre a fait ça aussi avec son mari. Mais, là, c'est la réalité en tout cas. Merci pour le partage. Sylvie, tu souhaitais réagir? Oui, moi, ce que j'allais dire, c'est que les choses sont complètement en train de changer. C'est vrai que autrefois, bon, j'ai plus de 40 ans d'expérience dans le BTP, j'avais l'habitude de dire c'est le métier qui paye le moins bien et on fait le plus d'heures. Alors, le plus d'heures, c'était vrai, hein, des chantiers, c'était minimum, enfin, les chantiers ou les bureaux d'études ou autres, c'était minimum 12 heures d'affilée tous les jours. Je crois que les choses changent, hein, comme disaient la plupart des jeunes femmes là, c'est que bah, les hommes aujourd'hui participent davantage. Moi, j'ai connu trois phases. J'ai connu ma génération à moi où les femmes prenaient tout en charge, leur métier, la maison, les enfants. Après, il y a eu une phase, je dirais, quand j'avais 40 ans, où les hommes et les femmes alternaient. Alors, il y en avait un qui posait les enfants à l'école le matin, l'autre qui les récupérait le soir. Il y avait une espèce de 50-50. Mais il y avait quand même, on privilégiait la vie professionnelle était encore très importante, alors qu'aujourd'hui, effectivement, on voit des couples qui alternent, on voit des couples qui s'organisent, et globalement, on a plein de, moi, quand j'ai quitté mes fonctions, j'avais plein de jeunes collègues, même dans des postes élevés, qui s'organisaient pour partir, même s'ils habitaient à Lyon, qu'il fallait qu'ils traversent Lyon, bah, qui devaient faire du train, du vélo et autres pour récupérer les enfants, bah, ils savaient partir à 17 heures pour pouvoir gérer la vie de famille. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est une nouvelle tendance. J'espère qu'elle va continuer à se développer et, pour permettre qu'on soit un homme ou une femme de pouvoir manager les deux problèmes, la famille et le métier, et prendre plaisir dans les deux cas. Et prendre plaisir, effectivement.
J'ai vu la question de Virginie dans le chat. Je donne quand même la parole à Aude juste avant si tu souhaitais réagir ou même rajouter des choses. Ton micro est coupé, Aude. Oui, bah, pour réagir sur ce sujet, je voudrais juste. Moi, j'ai pas la réponse, mais c'est un sujet, je pense, qui englobe. Enfin, en fait, la question, je pense, elle est est-ce que on peut tout avoir en même temps? Et enfin voilà, la question elle est posée, j'ai pas la réponse, mais je pense que moi, si j'avais su, peut-être que je me la serais posée plus tôt dans ma vie, dans ma carrière, disons, et à me dire voilà, est-ce que c'est vraiment possible d'avoir tout en même temps, une vie de famille épanouie, une carrière successful, enfin. Voilà, je suis pas sûre que ce soit. J'ai l'impression qu'on nous ment un peu, quoi, que la société nous ment un peu pour qu'on se donne à fond au travail, pour qu'on essaye de faire tout en même temps, et qu'au final, au final, c'est difficile et on l'avait pas forcément vu venir, je trouve. Voilà. Donc c'est peut-être quelque chose à réfléchir, peut-être plus tôt, à envisager plus tôt, quoi. Et oui, et Sylvie, parce que la réunion préparatoire qu'on avait faite, je trouvais que c'était intéressant parce que vous disiez qu'il y avait un retour de la misogynie, que vous, quand vous aviez démarré, c'était pas du tout comme ça. Et je trouvais que c'était intéressant parce que Marine, tout à l'heure, tu as dit que on ne va que vers le mieux. Et donc, ça m'a fait penser à ce qu'on s'est dit la dernière fois. Et voilà. Mais Sylvie, tu Moi, je souhaitais dirais. répondre à la question d'Aude? Non, vas-y. Non, je prends la parole. Ce que je me retrouve dans ce que dit Aude. Et je retrouve aussi dans ce qu'elle vient d'exprimer à l'instant, la typologie féminine. C'est-à-dire que, notamment les femmes dans le BTP, les femmes qui sont dans le BTP, et donc j'ai pas mal co-encadré ou j'ai eu beaucoup de collègues femmes jeunes de vos âges, elle a 25, 30, 35 ans, donc pas mal d'alésiennes. Et donc, ces jeunes femmes, je les ai toutes vues. Dans les équipes, elles ont toujours été meilleures que les hommes parce qu'une femme qui se donne les moyens d'être dans le BTP, ben déjà au niveau scolaire, au niveau stage et au niveau autre, elle a fait des efforts pour être à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'elle est plutôt meilleure que les femmes. En plus, la typologie féminine qui parle d'organisation, de gestion, ça correspond bien à ce métier-là. Euh, et je dirais que les femmes, elles veulent toujours se justifier. Il faut toujours qu'elles prouvent qu'elles sont les meilleures, parce qu'à un moment, elles ont besoin de se rassurer parce qu'on ne les rassure pas. Donc, il faut qu'elles disent, bah oui, mais moi j'ai besoin d'être une bonne maman, j'ai besoin de satisfaire mon chef, j'ai besoin de. Et alors qu'il faut qu'elles se disent, ces jeunes femmes ou ces jeunes filles qui veulent embrasser le métier de la construction, elles sont faites pour. Elles sont faites pour, elles ont leur place. Et comme on dit certaines, il y a tellement, tellement, tellement de métiers dans le BTP, dans le génie civil, dans la route, dans les VRD, dans l'architecture. C'est infini et on ne pourrait jamais tous les citer, tous les classer. Donc il y a une place pour tout le monde en fonction de sa vie de famille, de son âge, de son expérience, de son lieu de vie quand on est amené à déménager et autres. Et puis, je ne voudrais pas conclure dessus, mais quand même, je garde un peu la parole parce qu'il y a quelque chose aussi que je voulais rajouter, toujours pour Aude. Moi, je clarifierais les patrons en deux catégories. Il y a les très bons managers, et c'est vrai qu'en nous, on a commencé, là je pense à ma collègue Sylvie Moriano, on a commencé début des années 80, hein, j'ai commencé tout début des années 80, moi. Les hommes découvraient les femmes dans le BTP et les patrons qui étaient intelligents, j'en ai rencontré d'autres. Le jour où ils ont eu une fille dans leurs équipes, hein, moi j'étais dans mon équipe de génie civil, la première femme dans le BTP à 50 ans. Ils n'avaient jamais vu une femme, mais très vite, chaque fois que j'étais la première femme dans un métier d'homme, les bons patrons ont tout de vue l'intérêt d'avoir des filles. Après, ils ne voulaient plus que des filles.
Parce que ça... Par contre, le petit chef que j'appelle, ben, le petit chef, alors là, il va tout faire pour casser les filles, il va tout faire pour les rabaisser, il va tout faire pour les faire partir. Nous, le turnover, et pourtant j'étais dans une grande entreprise, donc je ne veux pas la descendre, mais le turnover des femmes, des femmes cadres et ingénieurs dans l'entreprise était colossal. Parce que en phase avec un petit chef, comme j'appelle. Voilà, j'ai terminé. Oui, merci. Merci Sylvie, mais c'est très intéressant. Ça dépasse même carrément encore le secteur du bâtiment, du coup, avec tes deux catégories de managers. Oui. Et donc, pardon, donc je reviens à la question de Virginie, qui avait une question spéciale pour Aude. Comment aviez-vous géré une hiérarchie misogyne? Et puisqu'on est dans le domaine de la misogynie, Aude, tout à l'heure, tu as parlé d'un incident sur le chantier. Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous dire, du coup, comment tu as géré, en fait, quand tu avais des problèmes avec les uns ou les autres, eux? Ok. Alors pour la hiérarchie misogyne, alors j'ai mis un moment parce qu'au début, je pensais que c'était moi le problème. Mais après, quand j'ai réalisé qu'en fait c'était lui et qu'en fait il était mauvais, qu'il n'était pas compétent, qu'il savait pas ce qu'il faisait, en fait je suis rentrée dedans. Je suis rentrée dedans et du moment où j'ai arrêté d'avoir cette position de faible entre guillemets, de courber les chines et que je suis rentrée dedans, j'ai plus jamais été embêtée. Il m'a plus jamais embêtée. C'était du jour au lendemain, quoi. C'était incroyable. Donc, voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il faut adopter un comportement un peu masculin, justement, pour pouvoir Ben, gérer les misogynes? alors, pas forcément masculin, mais en tout cas, il faut montrer qu'on est forte et qu'on sait ce qu'on vaut, quoi. Et moi, de base, j'étais pas comme ça. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort. Mais du coup, c'est quelque chose que j'ai dû travailler et voilà, et montrer que j'avais confiance en moi. Voilà, ouais, montrer que j'avais confiance en moi, qu'il fallait et que en mes capacités, en mon travail, et que il fallait pas venir sur ce terrain-là, que c'était pas justifié, quoi. Voilà. Et après donc ça s'est calmé rapidement du moment où je suis rentrée dedans. Et après j'ai deux anecdotes de chantier. La première, c'est mon premier stage. C'était stage de 2A, je crois, sur un tramway. Et moi, je voulais absolument faire du chantier l'été. Et c'était dernière minute. Et en fait, j'ai pris un stage, je n'avais pas bien compris, pour remplacer un chef de chantier. Et du coup le premier jour, j'arrive, le conduit qui me présente et il me dit, et donc il dit à l'équipe, voilà, c'est Aude, elle va remplacer José. Bon, c'est pas une blague, hein, c'était vraiment José. Et là, il y a un des ouvriers qui me regarde et qui me fait, mais moi, une femme chef. Ah ouais, quand même, c'est dur ça, en 2 heures. Moi, je sais pas, j'étais en 2A, donc j'avais quoi, 21 ans, un truc comme ça. J'ai juste dit, baisse les épaules, lève la tête, baisse les épaules, lève la tête, c'est tout. Oh, et après, ça s'est bien passé. Enfin, et voilà, il n'y a rien de. Ça a été, mais bon, j'ai rien fait de spécial, quoi. Ça m'a un peu, quand même, j'ai eu un peu de mal à. Enfin, j'ai pas une réaction tout de suite, quoi. D'accord. Et après, un autre cas où là, par contre, j'ai eu une réaction tout de suite et j'ai pas eu d'autres problèmes après. C'est en fait avec un chef de chantier par téléphone, des fois, on se faisait des petites blagues, on s'appelait, enfin voilà, on faisait des petites blagues par téléphone. Et une fois, il m'a fait une blague devant tous ses ouvriers. Je sais pas, ils étaient genre une trentaine. Et du coup, je l'ai pris à part et j'ai dit, bon, les petites blagues, ok, quand on est au téléphone tous les deux, ça va, mais devant tout le monde, plus jamais. Et voilà, il ne me l'a plus jamais refait. Et voilà. Ok, c'est clair du coup. Voilà. Merci. Et je vais poser un peu le même genre de questions à Juliette, du coup, que j'ai un peu délaissé. Et du coup, c'est comment avoir, c'est une question du public, comment avoir des responsabilités et se faire respecter dans un univers principalement masculin. Alors, j'en appelle à ton expérience tout court, mais aussi peut-être avec ta casquette transformation, en fait, transformation numérique. Peut-être que tu as géré aussi ce type et que tu as vu ce type de situation. Donc, quelles sont tes recommandations? Moi, je suis du même avis qu'Aude, il faut leur rentrer dedans. Et pas forcément de manière masculine, mais j'ai eu aussi ces histoires en stage, où enfin, en stage en France. Alors, en fait, c'était mon dernier stage
deuxième année aussi, tiens. Et moi, on a écrit des mots sur le mur sur moi, en fait, sur mon physique. Juliette, t'as un beau cul ou gros cul, enfin, je me souviens plus. Et en fait, je les ai jamais vus, ces mots-là, parce que l'histoire, c'est que on ne sait pas vraiment par qui ça a été écrit, hein, forcément, personne ne s'est dénoncé. Mais moi, je suis arrivée à 1 heure de stagiaire, donc 7 heures du matin sur le chantier, mais il y avait déjà des gars là qui étaient depuis peut-être 1 heure. Et en fait, les gars avec qui je travaillais, parce que moi, je faisais spécifiquement la mécanique du bâtiment, ils sont allés voir leur chef et ils ont dit, il y a ça, et on veut l'effacer avant que Juliette arrive euh, pour pas qu'elle le voie, en fait. Bon, après, je l'ai su et il y a eu d'autres histoires, enfin, ça a été réglé, en fait, mais le fait que les gars avec qui je travaillais ont pris l'initiative de demander à leur chef d'aller effacer ça pour être sûr que je le vois pas avant que je fasse ma ronde de chantier, bah, moi, ça m'a montré que c'était plus, bah, déjà, ils m'appréciaient et on travaillait bien avec. J'avais développé des bonnes relations professionnelles malgré que j'avais 21 ans, que c'était peut-être mon premier ou deuxième stage. Et donc, moi, en fait, ça va revenir, bah, si tu es compétente dans ton travail et si tu fais ton travail correctement, je pense que naturellement, il y a des gens qui vont vouloir te soutenir. C'est un peu ça, moi, que j'ai remarqué. Et après, cette histoire-là, elle est montée à la hiérarchie et il y a eu un mail qui a été envoyé à tous les sous-traitants. Et je pense que c'était un chantier de Vinci ou Bouygues, je sais plus. Et ils ont dit, ah, si on trouve qui est à l'origine, il vous serait banni de tout Vinci France. Enfin, c'était pas vrai, mais c'était juste pour montrer que, bah oui, il y a eu de la réaction. Et en fait, les gens avec qui je travaillais et qui étaient proches de moi, ils m'ont défendu sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. D'accord, c'est Donc, chouette, ouais. ça, c'était mon histoire. Et après l'autre partie, c'était un. Est-ce que je peux muter ça? Ouais. L'autre partie, c'était aussi un chantier. Ça, c'était un colasse de route, en fait. Et là, c'était vraiment mon premier stage et j'étais un peu, pas terrorisée, mais un peu mal à l'aise, vraiment. Je me souviens, les premiers mois, je buvais pas pour pas aller pisser parce qu'il y avait juste une toilette et c'était la toilette des gars. Enfin, c'était vraiment. Oh, d'ailleurs, d'accord, sur la Ou alors technique. j'allais dans les restaurants et je dis, je peux faire pipi chez vous? Et ils avaient un peu pitié et ils allaient, ils allaient voir. Et là, je pense que j'ai pris un peu plus de réflexion. Et, et en fait, moi, je savais pas trop, j'avais pas de retour d'expérience sur ce stage-là, mais je pense 10 ans après, j'ai pas les mots techniques, le chef de chantier, je pense, c'était son rôle. On s'est reparlé. Et il m'a dit, ah, je me souviens, tu avais un fort caractère, tu ne te laissais pas faire, les gars, tu les avais remis à leur place et ça, ils avaient bien aimé, ça les a calmés. Donc, moi, je me souvenais même pas d'avoir fait ça parce que je me souviens juste que j'étais stressée parce que du premier stage. Mais eux, leur retour, c'est que je m'étais pas laissé faire avec leurs blagues de gars de chantier, en fait. Donc, c'est pour ça que je disais, moi, je suis d'accord avec Aude, il faut leur rentrer dedans. Et après, en général, bah, je pense qu'il y a toujours des cas plus compliqués, mais en général, ça gère une majeure partie des problèmes. Et après, c'était quoi en gestion d'équipe? Non, Je me suis de ce que éloignée. tu as pu voir au titre de la transformation, peut-être. Enfin, si tu as vu quelque chose que tu juges pertinent, en fait, sur se faire respecter dans un univers principalement masculin. Et comment avoir des responsabilités, c'est vrai, sur la gestion d'équipe. Ouais, bah là, c'est ça, ce syndrome de l'imposteur à combattre. Et ça, moi, je trouve, il est très interne, ce syndrome-là. Euh, Enfin, il est très interne. Il est sociétal, mais il est interne à moi-même. Et donc, c'est moi qui veux toujours être plus compétente, mieux savoir, pas oser parler si je connais pas très bien le sujet, alors que des collègues masculins vont réussir à étaler leur science. Ça, j'ai pas de conseils. J'ai pas encore combattu à la 100%. Donc, pour moi, c'est de l'apprentissage en cours. Peut-être déjà au moins de sensibiliser au fait qu'il y ait le syndrome de l'imposteur
que moi, je l'ai un peu Ouais. appris sur le tard. Donc, au moins, déjà, de dire ça existe et de lutter contre, quoi. Mais... Ouais. Et j'ai une phrase aussi que j'avais donnée j'avais des filles de mon équipe qui m'en avaient parlé aussi. J'ai dit, bah, déjà, si tu te poses la question que si tu es un imposteur ou pas, c'est que c'est un bon départ. Et ça veut dire qu'en général, les imposteurs, ils se posent pas cette question. C'est ça, exactement. Mais bon, j'ai pas tout réglé encore. Tu as encore le temps. Sylvie? Oui, moi, je m'étais jamais posé la question, hein, comme ces jeunes femmes. Et puis, il y a je sais pas, il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans, il y a une sous-directrice à l'école d'Alès qui me dit, est-ce que tu pourrais m'aider? Les filles, elles commencent toujours un salaire plus bas. La pente de croissance des salaires est plus bas et plus faible. Et donc, j'ai commencé à faire un peu de biblio et à essayer de lui rédiger 5 ou 6 pages là-dessus. Et en fait, on arrive à ces chiffres qui maintenant me parlent beaucoup, mais qui sont vrais. Hein, une femme, elle va dire quelque chose à quelqu'un, à un collègue, à un ouvrier, à son patron. Si elle en est certaine, au moins à 120%. Un homme va soutenir mordicus à quelqu'un d'autre quelque chose, mais il en est sûr qu'à 60%. Donc, quand l'homme se trouve manager dans ce cas-là, il ne croit jamais une fille. Ah Et oui, il faut je du pense qu'elle temps, est à il faut qu'il ait, 60%. voilà, il faut qu'il manage une fille, qu'il ait managé déjà au moins une fille pour comprendre le profil de gestion de la féminine. Tant qu'il n'a pas eu au moins une collaboratrice femme avec toutes ses compétences, ses traits de caractère et autres, il est un petit peu à côté de son savoir, quoi. Donc, on répond à la question, quelle bonne pratique pour favoriser l'inclusion? Bah, c'est d'inclure d'office une femme par équipe de manager homme, alors? Non, je ne sais pas. Oui. C'est vrai qu'une fois que les entreprises ont eu des femmes dans leurs équipes, s'il n'y a pas le syndrome du petit chef, enfin, moi j'appelle ça le syndrome du petit chef, tout se passe très bien et ils ont intérêt à avoir des femmes dans le BTP. Déjà, la mixité, effectivement, ça assouplit un peu les relations. C'est plus coulant, c'est plus sympa, ça met de la bonne ambiance, tout se passe bien. Mais c'est vrai que pour autant, je voyais 8% ou 12%. Bon, il y a une croissance, mais elle est quand même extrêmement faible, extrêmement faible. Alors que je suis persuadée que les femmes sont faites pour ce métier-là. Et en plus, par expérience, je sais qu'elles sont les meilleures. Merci Sylvie. On t'envoie toutes celles qui ont le syndrome de l'imposteur comme coach. Aude qui avait levé la main la première. Oui, en termes de statistiques, ce que tu disais, Sylvie, ça me fait penser à une autre. Alors, je crois que c'est 80-20. Je crois que quand on propose un nouveau poste à quelqu'un, un homme, il va prendre le poste s'il estime qu'il a 20% des compétences requises et une femme, 80. Donc, c'est aussi illustrateur de nos fonctionnements qui peuvent être complètement différents. Voilà. Ok, Et après, merci pour le partage. je voulais peut-être aussi, juste rapidement, par rapport à ce que je veux pas faire peur quand on dit qu'il faut leur rentrer dedans. mais c'est aussi, je voulais compenser en disant que je ne me verrais pas du tout travailler dans un milieu ultra féminin. Parce que là, au moins, moi, ce que j'aime, c'est qu'au moins, c'est cash. On sait où on va, on se parle, c'est clair, on avance. Alors, des fois, oui, on peut s'engueuler, mais au moins, c'est clair et on avance. Et à contrario, du coup, je ne pourrais pas bosser dans un milieu avec que des femmes. Voilà. D'accord, mais on fera attention quand même un peu aux clichés. Oui, mais à un moment donné, c'est des clichés, mais il y a quand même une base de. Enfin, voilà. Merci Aude, merci de préciser. Moi, je préférerais qu'on nuance aussi peut-être sur le fait qu'on rentre dedans, enfin, pour c'est les une façon de hommes, pour parler. les hommes qui nous rentrent dedans, enfin, justement, qui sont peu cordiaux, en fait. Pas tous les hommes, que ces messieurs autour de la table n'aient pas peur, quoi. Ah non, attends, je me suis mal exprimée. Moi, ce que je voulais dire, c'était quand il y a quelqu'un qui commence à écrire des mots des mots sur un mur ou à faire des bruits de poule quand tu passes en chantier. C'est ça, ou quand je dis il faut pas l'ignorer, en fait, il faut Oui, réagir. voilà.
Ouais. Non, rentrer dedans, c'était exagéré. Mes collègues m'aiment bien, Marine. je pense. Oui. Oui, oui, bien sûr. Enfin, je suis tout à fait d'accord. Moi, il y a un truc que j'aurais aimé qu'on me dise avant, donc j'en profite. Euh, on m'a beaucoup dit d'être forte, de parler plus fort. Enfin, on me l'a encore dit il y a 2 semaines. On a dit, bah, je te l'ai pas fait parce que tu t'as pas parlé assez fort et le gars à côté de toi, il a parlé plus fort. Donc, j'ai fait ce que lui m'a demandé et pas toi, au sens propre comme au sens figuré. On a le droit de maintenir notre niveau de parole. C'est quelque chose sur lequel deviens de plus en plus intransigeante, notamment quand je suis en réunion toutes les semaines avec 20 personnes et que je suis la seule femme. Euh, je refuse de complètement aller à l'encontre de qui je suis. Si je suis fatiguée, on n'a pas les mêmes cycles, les hommes et les femmes. Il y a des cycles hormonaux qui font qu'il y a certains jours où je suis 1000 fois plus productive que certains de mes collègues et des jours où je ne sers à rien. Bon, ça c'est aussi un peu compliqué à gérer parfois. On se sent vraiment très vulnérable et on se dit mais en fait j'ai pas la légitimité d'être là. On me demande tout le temps d'être à 100%, c'est pas possible euh, dans certains cas, selon les parcours de vie de chacun, etc. On se rend compte que chacun a sa manière de communiquer, homme ou femme, chacun a sa personnalité, ce qu'il en ressort. Le point le plus important, c'est la communication, l'ouverture et la compréhension, essayer d'être en écoute active, c'est quelque chose qui revient beaucoup aujourd'hui dans nos formations, même de communication. J'espère que ça continuera d'être comme ça parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir et arriver à s'entendre et à s'écouter. Parce que souvent, les petites remarques, les jeux, les blagues ou parfois même les violences qu'on se prend à la figure, c'est aussi le témoignage d'une intériorisation, soit des gens à qui on a dit vous n'avez pas le droit de vous exprimer autrement que comme ça, ou d'un manque vraiment de savoir-être et de savoir-faire. Je suis qu'au début, donc j'essaye encore de croire que c'est possible de changer, d'essayer d'aller vers du mieux. En tout cas, j'ai eu des collègues qui jusqu'à présent en ont fait leur cheval de bataille et je suis plutôt pour et, euh, et voilà, enfin, qu'on n'est pas toute seule à mener ces combats-là, que si un jour on se sent complètement dépassé, en fait, il faut en parler. Et souvent, à côté de nous, il y a des gens qui ont aussi passé une journée compliquée et juste le fait de pouvoir le partager, ça apaise déjà tout le monde et on se dit, OK, on est tous là pour faire notre travail, on a envie de le faire, on a envie de le faire bien et ça va bien se passer, quoi. Hommes, femmes, hiérarchie, ouvriers, tout le monde. Donc, voilà. Merci, Marine. Pascal, tu vas réussir à dire quelque chose de brillant après Marine? Ah non, mais s'il faut parler fort, c'est pas à cause du bruit des marteaux-piqueurs, hein, déjà. Et c'est vrai qu'il faut couvrir le bruit. Bon, plus sérieusement, enfin, j'en arrive à une question, mais je fais un peu la synthèse parce que, enfin, qui reprend un peu ce que beaucoup de personnes ont dit là. Le BTP, c'est un peu le reflet de la société. On est passé de 9 à 12%, ce que tu montrais là en 10 ans, donc c'est quand même plutôt mou, parce que bon, le graphe, on avait l'impression que c'était vachement bien au niveau du rythme, mais c'est un problème d'échelle en fait, la progression reste faible. Et c'est un milieu qui est très riche en interaction sociale et aussi de genre, parce que c'est le reflet de la société. Ça peut être violent, comme on vient de l'indiquer, ça peut être frustrant. Effectivement, il y a des difficultés et je reprends, alors je crois que c'est Oma qui le disait, que c'est plus souvent à cause de la jeunesse qu'à cause du genre. Et ça, je rejoins. Euh, de mon côté, les derniers recrutements de femmes auxquels j'ai pu assister, ben, ma foi, ils ont été beaucoup plus naturels. Moins poussif que ce que ça avait pu être au tout début de carrière chez moi, dans mon entreprise. Donc ça veut dire que, entre guillemets, j'ai vraiment le sentiment que il y a de la place, c'est ce qui avait été dit, les opportunités existent, hein. Puis pour passer de 12 à 50%, ben, on voit bien qu'il y a quand même la place, les entreprises sont engagées là-dedans. Euh, la question, c'est est-ce que finalement les femmes
se privent pas justement de ces opportunités. Ça avait été dit au début. En fait, on n'a pas forcément une vision claire des opportunités qui existent dans ces métiers de la construction au sens large. On a parlé du BTP, mais il y a aussi d'autres pans de métiers sur la partie labo, matériaux, etc. Et je viens à ma question, puisque là j'ai résumé un petit peu ce que j'ai pu entendre de vos échanges. C'est qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qu'on devrait faire avec notre atelier construction aménagement pour pouvoir présenter de façon efficace toutes les opportunités qui peuvent exister de métiers pour que les filles actuellement, ou même les hommes d'ailleurs, actuellement en études, puissent bien identifier comme potentiel existant dans ces métiers-là. Excusez-moi, c'était un peu long, mais c'était pour rééquilibrer un peu. Merci, tu en as profité pour faire la synthèse. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, Oui, c'est un début. oui, pour montrer finalement la diversité des métiers à toutes et tous. Et puis quand même, du coup, peut-être, je crois que c'était Marine qui parlait de modèles féminins, enfin, qu'il lui avait manqué des modèles féminins dans le bâtiment. Donc peut-être aussi de montrer ce qui est possible comme parcours. Moi, je me souviens, enfin, j'en ai eu une intervention au Mines d'Alès quand j'y étais, de parcours de femmes, et j'ai trouvé que, et par chance pour moi, parce que j'étais dans la filière, elle faisait de la construction, mais c'était pour toutes les, comment on appelle ça, spécialités confondues. Ouais, la force du témoignage, vraiment, je pense que c'est le premier levier, et c'est un levier assez simple en fait. On a un réseau un réseau d'alumni qui est vraiment fort, qui est hyper puissant à l'échelle de la France et même à l'international. Enfin, il faut l'exploiter. Moi, je comprends pas qu'en 3 années d'école, j'ai jamais entendu parler d'anciens élèves qui soient venus nous transmettre leur parcours. Et nous, on est là en école, on dit bon, ok, où est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire de nos vies? C'est un peu impressionnant. Donc vraiment, ouais, ça, pour moi, c'est la méthode la plus simple, je sais pas, en termes d'organisation, mais celle qui me paraît la plus puissante en tout cas. D'accord. Et donc, si j'entends bien, plutôt quand même en présentiel, plutôt qu'en visio, où les deux sont faisables. Bah, moi, c'était pré-Covid, donc la post-Covid, je pense que les deux sont aussi efficaces. Vraiment. D'accord. Ouais. Et à destination des étudiants, des étudiants. Ouais. Je ferai pas de différence genrée. Oui. Mais après, c'est un débat qui mérite d'être tenu. Mais personnellement, je ferai pas de différence genrée. D'accord. Aude. Moi, c'était un truc très simple, c'est le forum des entreprises. Moi, je sais qu'à chaque fois au forum, j'en profitais pour discuter un maximum avec les personnes qui étaient là. Et je me rappelle que c'est au forum où j'ai découvert un peu tout le panel des métiers de la construction, quoi. Et je trouvais que c'était une super opportunité, qui existe déjà pour le coup. Donc voilà. Merci. Sylvie. Moi, je dirais qu'il y a deux choses là pour répondre à Pascal. C'est quelque chose qui me manque beaucoup quand les jeunes me parlent de la construction, c'est d'arriver à faire un peu une cartographie des métiers par type. Hein, on parle du bâtiment, de la route, du TP, des matériaux et autres. Et pouvoir, on n'arrivera pas à tout écrire, mais expliquer un peu tous les métiers qui peuvent orienter en fonction des personnalités de chacun et de chacune. Je pense que ça pourrait être intéressant et c'est quelque chose qui pourrait être mené dans le cadre du groupe construction, j'appelle toujours groupe construction, hein, parce que à l'origine on l'appelait comme ça, et effectivement parler qu'il y a des promoteurs, que chez les promoteurs ça peut faire appel à des commerciaux, enfin il y a je trouve que pour les jeunes, les lycéens, les étudiants, ça peut être intéressant. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que on peut très bien faire ou proposer à l'école que certaines d'entre nous fassent des interventions devant des étudiants, en présentiel ou en visio, mais je veux dire qui voient des gens qui viennent leur raconter quelque chose, parce que c'est vrai
que, effectivement, si l'étudiante ou l'étudiant a envie de faire des démarches, elle va forcément trouver quelque chose, hein. On dit toujours contacter les anciens élèves, mais je crois que le contact avec les anciens élèves, il ne se fait pas tant qu'il n'y a pas eu une première prise de contact physique, par quelques moyens que ce soit, hein, par quelques moyens de manifestation et autres, mais je pense qu'il faut être encore plus présent que ce qu'on est. Très bonne idée. Oma? Oui, alors je rajoute, c'est juste une petite couche d'information, mais je sais que moi j'en parlais beaucoup avec mon père qui m'avait fait faire quelque chose de très simple, c'est de taper sur Google Observatoire des métiers du BTP, et en fait il existe plein de cartographies des métiers du BTP. On pourra mettre éventuellement le lien dans le chat, mais je sais qu'il y a des études aussi de certains cabinets de conseil sur l'industrie de la construction où on retrouve aussi, pareil, plein de métiers. Normalement, l'Observatoire des métiers du BTP, en plus, il met ça à jour chaque année, un document avec plein d'explications, plein de métiers, Enfin, je trouve qu'il y a de bonnes ressources. Je suis d'accord sur le fait que c'est important d'être plus présente et plus visible. Je pense que ça va de pair avec beaucoup de curiosité aussi de la part des étudiants, des étudiantes. Bien, merci, Oma. Merci pour le lien, Marine. Et le lien est dans le chat. Il est 19h34. On a répondu à toutes les questions du public. Est-ce que ça vous va si on s'arrête là pour le moment? Je dis pour le moment parce qu'on envisage un événement à l'automne, justement en présentiel. Ah, une question d'un homme, on ne peut pas refuser. Non, Vincent, tu souhaitais intervenir? Non. Ou Maëva aussi. Non. Après, il y a des... Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation active. Donc voilà, vraiment un grand merci surtout aux intervenants qui ont pris le temps de préparer aussi avant. Donc merci, des remerciements chaleureux pour vos témoignages et pour votre temps. Surtout pour quelques-unes d'entre vous qui ont dit que leur naturel c'était d'être introverti ou enfin, de pas trop en étaler. Donc merci d'autant plus d'être sorti de votre zone de confort. Merci aussi à Chantal, Élise et Pascal pour l'organisation et la préparation en amont, justement, toutes les données qui ont été collectées, les graphiques. Merci beaucoup. Merci surtout aux participants et participantes. Donc pour les questions en amont, pour votre intérêt, vos questions, pour votre attention pendant 1h30. Donc merci, grand merci. Souvenez-vous aussi quand même que ce genre d'événement ne peut pas être possible sans vous parce que vous participez tous et puis quand même aussi sans votre cotisation annuelle, pardon pour le rappel à la règle, mais c'est important aussi finalement de contribuer, mais c'est important pour tout votre temps, pour vos idées, donc vraiment un merci sincère pour vos idées, notamment pour le groupe Pro Construction et Aménagement. Et comme je le disais, donc on aura bientôt Pascal, oui, tu voulais parler. Oui, Pascal, Oui, tu as la mais je main. voulais juste en prolongement de ce que tu dis, au-delà des remerciements, effectivement, de rappeler que les unes les autres, les uns les autres, on peut aussi proposer des thématiques de webinaires, si vous le souhaitez. On est tout à fait ouvert à ça, hein. L'idée, c'est de partager au maximum, d'échanger. D'organiser aussi, on l'a fait sur Paris avec Florence, des visites de sites ou de chantiers, des choses comme ça. Donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter, même si c'est pour réunir 8-10 personnes sur site pendant 3 heures, pour expliquer un process, pour expliquer comment ça marche. C'est toujours intéressant, ça permet de faire vivre une communauté et de s'enrichir mutuellement. C'est Comme ce tout, soir. je dis plus rien. Mais au contraire. Et oui, Sylvie aussi, tu souhaitais intervenir.
Oui, moi je crois qu'effectivement, on a la chance d'avoir Chantal et Élise qui font un travail extraordinaire et que n'importe quel étudiant ou ancien élève a tout le loisir de passer par l'amicale, enfin je dis l'amicale par l'IMT à l'UNI, à l'ES ou autre école, pour poser des questions, voilà, je pense qu'elles seront ravies de leur répondre et de retourner les bonnes questions aux bons interlocuteurs. C'est un réseau, il ne faut pas l'oublier, ce réseau, il faut le faire vivre dans les deux sens. Et oui, on s'enrichit, comme dit Pascal, on s'enrichit mutuellement, notamment justement pour tout ce qui s'est dit, qui dépassait même hein, le monde du bâtiment. Donc, merci pour cette prise de recul tous ensemble. Et je termine seulement avec le fait donc à l'automne, je ne sais plus quand, mais à l'automne, on fera une conférence à Alès en présentiel. Et puis donc voilà, vous êtes invités à participer. Vous aurez de la pub de toute façon, vous recevrez la newsletter et puis vous saurez tout. Et ça sera aussi, je ne sais pas si ça sera aussi bien, on verra. Donc, merci beaucoup en tout cas, merci, c'était vraiment un très très bon moment. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.